Messieurs, dames, bonjour. Merci d'être présents pour ce nouveau webinaire du collectif TPE, PME, Association Nouvelle-Aquitaine, Territoire. Nous sommes aujourd'hui le mardi. Alors que je dise pas de bêtises parce que je suis évidemment un tout petit peu à côté. Nous sommes le mardi 1er décembre. Il est 11 heures. Nous allons faire un petit webinaire qui va durer 1 heure, 45 minutes de présentation, 15 minutes de questions-réponses. Nous aborderons divers sujets, à savoir les marketplaces, les annuaires, les sites e-commerce, le click and collect, quel budget pour mon projet, quel délai prévoir pour la création de mon site, qui dois-je faire intervenir. Et on a aussi en guest star aujourd'hui Samuel Coste qui interviendra sur une partie très importante. Comment puis-je faire pour faire financer mon projet, pour m'aider à le financer? Ce que je vous propose, c'est que l'on fasse un tour de chacun d'entre nous qui va se présenter en 2 minutes chrono, maximum. Ça s'appelle pitcher. Juste pour info, avant de commencer, sur le côté droit de votre écran, vous avez plusieurs onglets. Le premier est l'onglet chat, où chacun d'entre vous va pouvoir discuter, dire bonjour, s'apostropher éventuellement, tout ça en tout bien tout honneur. Le deuxième petit onglet questions. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Ces questions-là seront publiées sur le côté. Chacun d'entre vous pourra voter si des fois la question qui a été proposée ou posée par une autre personne est la même que celle que vous souhaitez vous poser. Vous mettez un petit +1, un +2, un +3, et les questions vont se classer automatiquement en fonction du nombre de +1 qu'elles auront, et nous essaierons de répondre dans l'ordre à ces questions-là. Vous avez un autre petit onglet supplémentaire qui s'appelle sondage. Et dans ce sondage-là, nous allons vous poser quelques petites questions pour mieux vous connaître et en espérant mieux répondre à vos demandes ultérieurement. Voilà, nous pouvons commencer. À six petites choses. Le webinaire est enregistré et vous aurez donc un replay qui sera envoyé à l'ensemble des participants et vous pourrez à tout moment le voir et le revoir. N'hésitez pas. Victoria, je te cède la parole. Donc, bonjour à tous, je suis Victoria Botoret, je suis directrice générale de l'agence digitale Orbiteo, dans laquelle notre métier, c'est de faire de la transformation digitale auprès des TPE, PME, commerçants de toutes sortes d'entreprises. Donc, on intervient sur entre autres sur les projets e-commerce, mais également sur d'autres types de projets digitaux. Et donc aujourd'hui, pour cet atelier, nous sommes donc 5 en tout, avec donc Michael de l'agence 16h33 qui va nous présenter ensuite, Adrien du site français et Samuel du coup de la CCI. Du coup, Michael, je te laisse te présenter également. Merci Victoria. Bonjour à tous, Michael Crène, directeur de l'agence 16h33. Nous, on est une agence web basée en Charente. On est une équipe de 7 personnes. On est plutôt spécialisé dans le développement de sites e-commerce ainsi que sites corporate et d'entreprise, mais principalement e-commerce avec une particularité du fait de notre partenariat avec PrestaShop, un acteur majeur aujourd'hui dans le e-commerce. On en reparlera tout à l'heure. Et après, on a 5 ans d'existence. Et j'expliquerai pourquoi 16h33 sans aucun problème. 16 parce que je suis charentais, 33 j'ai fait une bonne partie de mes études en Gironde. Et après, il y avait une stratégie derrière tout ça, c'est que les chiffres sont avant les lettres dans les annuaires d'entreprise, pour répondre à Catherine. Donc, on nous trouve avant nos confrères dans les annuaires et on fait toutes nos publications sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et LinkedIn à 16h33. Je laisse la parole à Adrien. Bonjour tout le monde, Adrien pour le site français. Le site français, c'est une offre de site internet. Alors nous, notre slogan, c'est nous créons des sites internet et nous le faisons bien. Tout simplement parce que donc on réalise des sites internet qui répondent aux besoins les plus courants. Donc on peut répondre à peu près à 80% des besoins des entreprises. Donc on fait des sites vitrines et des sites e-commerce. On a été, vous vous en doutez bien, particulièrement sollicité pendant les périodes de confinement. Donc, notre credo, c'est le meilleur rapport qualité-prix-délai, parce qu'en fait, justement, on a eu des demandes urgentes parce que en fait, les commerçants devaient être disponibles en ligne très vite. Voilà, donc on ne s'adresse pas du tout au même type de projet que 16h33 ou Orbiteo.
J'ai l'impression que, donc là, on est sur des entreprises qui traitent des problématiques e-commerce complexes. Nous, on va plutôt s'adresser justement aux problématiques e-commerce plus simples en proposant une solution qui soit opérationnelle rapidement et qui a malgré tout donc d'énormes possibilités d'évolution vu qu'on utilise WordPress comme à peu près 40% des sites du monde. Voilà, je vais laisser Samuel se présenter. Alors ouais, bonjour à tous, moi c'est Samuel et je travaille dans une chambre de commerce. En l'occurrence, c'est la chambre de commerce de la Dordogne, mais du coup, je vais faire un peu représentation sur toutes les CCI de Nouvelle-Aquitaine. Alors nous, on réalise pas de site. Par contre, on comprend bien les besoins des TPE, des PME, essentiellement les TPE parce que c'est ce qui représente 98% des entreprises en Nouvelle-Aquitaine. Et l'idée, c'est de comprendre leurs besoins et d'essayer de les mettre en relation la plupart du temps avec des locaux. Quand on n'a pas de locaux qui correspondent aux besoins, on essaie de les mettre avec des régionaux. Et s'il n'y a pas de régionaux, on essaie de les mettre avec des nationaux. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler simplement des aides, puisqu'on est en Nouvelle-Aquitaine, des aides qui sont proposées pour la partie transformation numérique, avec un petit focus aujourd'hui, essentiellement dédié à la partie site. Alors, e-commerce, bon, je pense qu'avec les interventions des uns et des autres, on va pouvoir avoir un peu plus de détails sur ce que c'est qu'un vrai site e-commerce. Mais il y a des aides qui existent, et c'était le propos aujourd'hui de vous présenter ce qu'il est possible de demander. Voilà. Et je redonne la parole à, je ne sais pas, Eric ou Victoria. Oui, alors ça va être Victoria, effectivement, qui va entamer la présentation. Elle va pouvoir mettre en place les slides qu'elle a proposés. L'idée étant d'avoir un déroulé assez complet. N'hésitez pas à poser vos questions. En fonction de ces questions-là, si elles correspondent et qu'elles sont synchronisées avec la présentation en temps réel, nous essaierons d'y répondre. Sinon, à la fin de la présentation, nous répondrons aux autres questions. Et pour ma part, Eric Garletti, je suis aussi dans le digital. Et là, en l'occurrence, moi, j'ai une boîte qui s'appelle Atypicom et Influa. Et nous sommes spécialisés de l'acquisition de trafic, donc référencement SEO. À toi, Victoria. Alors, du coup, au programme. Donc, l'idée, c'est de faire un petit point un petit peu sur par où commencer, voir quels sont les impacts sur l'organisation. On n'y pense pas assez souvent, mais les sites e-commerce ont un réel impact sur l'organisation et la manière dont ça va fonctionner en interne. Ensuite, on va voir un tableau comparatif des solutions pour que vous puissiez un petit peu sélectionner et choisir la meilleure solution en fonction de vos objectifs, de vos budgets. Une fois qu'on a un site e-commerce, eh bien, il faut pouvoir avoir des visiteurs dessus. Donc, l'idée dans un quatrième temps, c'est de voir un petit peu quels sont les types de communication que vous allez pouvoir mettre en place plus ou moins, on va dire plus ou moins rapidement pour attirer des visiteurs et avoir des clients sur votre site Internet. Et enfin, donc, avoir des informations sur le financement des sites e-commerce. Alors, donc, par où commencer dans un premier temps? Alors, peut-être que certains en ont déjà entendu parler. La partie cahier des charges, c'est un vrai élément de cadrage du projet à faire et sur lequel il faut se poser. Alors, avant de rentrer dans le détail du cahier des charges, je voulais juste faire un petit zoom sur les marketplaces, sur la définition des marketplaces. Donc, les marketplaces, ce sont des types de sites e-commerce. Et vous, quand vous voulez créer un site e-commerce, en général, vous voulez donc créer un site. Vous avez aussi souvent la possibilité de mettre vos produits en vente en ligne sur des marketplaces. Donc, Amazon, c'est Discount ou des marketplaces qui vont être sectorisés potentiellement. Et ensuite, il peut y avoir aussi donc peut-être des associations de commerçants ou parfois plusieurs types de commerçants qui vont se regrouper pour vouloir faire une marketplace. Et la notion de marketplace, c'est qu'il y a plusieurs vendeurs sur un même site Internet. Hop, donc, c'était juste pour faire un petit zoom là-dessus. Ensuite, donc, dans le cahier des charges, donc le premier élément les premiers éléments à mettre, c'est vraiment la présentation de votre entreprise et de votre projet. Donc, ça va être les objectifs. Donc, ça va être important. Vous allez devoir vous fixer des objectifs de vente, peut-être aussi des objectifs de trafic, mais surtout des objectifs de vente en termes de nombre et de chiffre d'affaires. Il va y avoir dans votre cahier des charges toute une partie sur la présentation de l'entreprise avec les activités principales, le nombre de salariés, des informations sur vos cibles et vos concurrents et également la présentation des produits et services que vous vendez. Donc, il ne faut pas oublier, donc, le cahier des charges, il sert à cadrer et souvent, il va servir à cadrer pour ensuite le donner à une agence ou à un prestataire ou potentiellement pour le faire en interne.
En tout cas, c'est une première partie de présentation qui est très importante pour cadrer le projet et pour que le prestataire ait bien tous les éléments. Je vais en parler s'il y a des questions. Ça peut aussi être pratique justement pour comparer les offres de différents prestataires. Exactement. Alors, ensuite, la deuxième partie sur votre cahier des charges, ça va être l'ergonomie et le design. Donc là, il va falloir expliquer simplement quelles sont les couleurs que vous voulez, quelles sont les typographies que vous voulez. Souvent, c'est intéressant d'avoir aussi des types de sites e-commerce que vous aimez bien pour avoir des idées. Ensuite, qui va être très important, ça va être la structure du site, c'est-à-dire à quoi est-ce que vous voulez que ça ressemble, quel type de menu est-ce que vous voulez, quel type de catégorie et sous-catégorie est-ce que vous voulez pour vos produits. Donc, potentiellement, ça peut être en fonction, si on a des vêtements, en fonction du sexe, en fonction de l'âge, en fonction des matières. Donc, ça, c'est à définir. Et enfin, dans la partie design et ergonomie, on a la partie fiche produit. Donc, sur votre site internet, une fiche produit, ça correspond donc tout simplement une fois que les gens ont cliqué sur le produit et qui va avoir une photo, un titre, une description, peut-être des avis clients. Vous allez peut-être vouloir aussi, en tout cas, vous utilisez peut-être la notion de déclinaison, par exemple, un produit qui est disponible en plusieurs tailles ou plusieurs couleurs, c'est des déclinaisons de produits. Vous allez peut-être vouloir une vidéo de présentation à ajouter sur votre fiche produit. Et donc là, il faut vraiment définir ce que vous voulez comme information dans la fiche produit. Troisième point dans le cahier des charges, ça va être les contenus. Donc, il y a deux types de contenus principalement. C'est les contenus texte. Donc, on va avoir surtout des contenus sur les fiches produits, mais ensuite, il y a toujours des titres, des sous-titres et des éléments de paragraphe ou des pages de contenu dans les sites e-commerce. Donc, ça, c'est quelque chose auquel il faut penser. Et également, les visuels, donc là, qui sont vraiment extrêmement importants sur un site e-commerce. Les gens achètent en ligne. Donc, en fait, le visuel produit, c'est le seul moyen pour eux de savoir à peu près à quoi ça ressemble. Donc, les visuels produits sont extrêmement importants sur tout le site, que ce soit pour la promotion ou pour les fiches produits. Vous avez donc la possibilité pour avoir des fiches produits, donc soit potentiellement de les faire vous-même, soit de passer par un photographe. En fonction de ce que vous vendez, vous pouvez aussi potentiellement passer par des banques d'images. Par exemple, si vous êtes une épicerie et que vous voulez vendre des légumes et des fruits, on peut passer par des banques d'images pour avoir des photos. Et aussi, donc, si vous avez des fournisseurs ou si vous avez plusieurs marques ou plusieurs fournisseurs, parfois eux-mêmes ont des photos produits qu'ils ont déjà faites pour leur usage en règle générale. Et donc, vous pouvez également leur demander. Ça permet quand même de gagner pas mal de temps. Hop. Je regarde les questions. Alors, quatrième point sur les fonctionnalités et la logistique. Donc, sur un site e-commerce, deux fonctionnalités principales, ça va être les solutions de paiement en ligne et les solutions de livraison. Donc, dans les solutions de paiement en ligne, il y a en général deux types de paiements qui sont les plus connus. Donc, les solutions vraiment full online comme Stripe ou PayPal, dont le modèle est un modèle de commission. C'est-à-dire que dès qu'il y a un paiement qui se passe sur votre site, eux, ils prennent une commission sur la vente. Et ensuite, donc, il y a les solutions de paiement, là, en l'occurrence, de votre banque, qui, elles, en général, donc, nécessitent l'installation, ce qu'on appelle d'un module ou d'un plugin. Et surtout, il faut voir avec votre banque pour qu'elle vous fasse un TPE en ligne et que vous ayez un contrat, en fait, pour pouvoir vendre en ligne, tout simplement. Dans les autres fonctionnalités, alors, juste les solutions, du coup, de livraison. Donc là, c'est pareil, il faut que vous puissiez réfléchir à est-ce que vous voulez du click and collect, est-ce que vous voulez du retrait en magasin, et ensuite, toutes les solutions de livraison et de transport, ça, c'est des contrats à avoir avec les prestataires, donc DPD, La Poste, Relais Colis, c'est-à-dire qu'il faut les contacter, leur dire que vous voulez mettre en place une solution de e-commerce, et ensuite, donc, il y a des échanges qui se font pour mettre en place la solution sur le site. Intégrer aussi dans votre cahier des charges, si vous souhaitez que le site soit par exemple multilingue, si vous souhaitez avoir une fonctionnalité de géolocalisation et surtout si vous souhaitez potentiellement l'intégrer à une application tierce. Alors ça, on reviendra un petit peu dessus sur la partie gestion des stocks, mais potentiellement, vous pourriez avoir envie que votre site e-commerce soit connecté à un ERP, un CRM ou un logiciel de gestion de stock.
Le 5e point, je vois pas, vous répondez au fur et à mesure, du coup. Je n'ai pas trop les questions. Oui, on répond. On essaye dans la mesure du possible. Oui, exactement. Après, s'il y a des moments où il y a des questions sur lesquelles tu veux t'arrêter ou sur lesquelles, en fait, après, il y a nécessité d'un éclaircissement, on fera une pause. Hein. Ça marche. 5e point à ne pas oublier, c'est qu'au-delà de votre site internet, il y a toute la partie hébergement, maintenance et évolution aussi à envisager pour le futur et potentiellement formation si vous souhaitez pouvoir le mettre à jour de manière autonome. Donc, l'hébergement et la maintenance, assez simplement, il faut indiquer sur votre cahier des charges si vous avez déjà un nom de domaine et un hébergement, si vous souhaitez être accompagné par le prestataire pour la sélection de l'hébergement et de la maintenance. On vous conseille quand même, en règle générale, de prendre une prestation de maintenance technique si vous avez personne en interne dans votre société. Une maintenance technique classique, ça permet de maintenir votre site en état de fonctionnement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir continuer à vendre des produits. Un site, ça vit au fur et à mesure. Les contraintes, que ce soit de sécurité ou les types de langage, évoluent au fur et à mesure. Il y a des éléments à mettre à jour et ça, pour le coup, c'est quelque chose sur lequel il faut passer un petit peu de temps. Il faut s'y connaître un petit peu. Donc, si vous n'avez personne en interne qui est capable de le faire, c'est bien de prendre une maintenance technique quand même pour s'occuper de tout ça. Ça évite de passer, d'avoir potentiellement en fait, des jours entiers avec un site internet qui ne fonctionne plus. Si je peux me permettre, c'est d'autant plus important dans le cas d'un site e-commerce. Sur un site vitrine, donc bien sûr, c'est dommageable dans la mesure où potentiellement, c'est des prospects potentiels qui sont perdus tous les jours. Sur un site e-commerce, c'est du chiffre d'affaires qui ne se réalise pas, quoi. C'est-à-dire que là, il y a un manque à gagner qui est important, immédiat, quantifiable. Donc en fait, notamment sur un site e-commerce, éviter de se retrouver avec un site en rade parce qu'on a voulu économiser quelques dizaines d'euros sur un contrat de maintenance, c'est à éviter si possible, quoi. Et ensuite, du coup, la formation. Donc ça, en général, c'est proposé quand même la plupart du temps, quel que soit le prestataire ou la solution, une formation pour pouvoir mettre à jour les produits, les promotions sur votre site. Dernier élément de votre cahier des charges, ça va être le planning et le budget. Donc, dans le planning, ça va être important que vous puissiez avoir une idée de la date de mise en ligne du site. Il va falloir aussi, si vous prenez un prestataire, donc donner les informations au prestataire pour votre date de sélection de la solution, le moment où vous souhaitez commencer le projet, le moment de mise en ligne et également donc, la phase de test un petit peu avant, particulièrement sur les e-commerce ou les de commande, que ce soit en interne avec l'agence ou sur des clients tests. Donc, quelques dates à définir et ensuite un budget. Donc, j'insiste là-dessus, on va voir après un petit peu quels sont les différents types de projets en fonction des budgets. Mais il est vraiment important de définir un budget, même si c'est une fourchette en fait dans un cahier des charges. Le projet qu'un prestataire va vous proposer sera en fonction de ce budget. En l'occurrence, quand vous choisissez une voiture ou quand vous achetez une maison, vous avez un budget et vous essayez de chercher la meilleure solution à l'intérieur de ce budget. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment à définir. Donc, Jenny, est-ce que donc le budget, est-ce que c'est un investissement pour vous? Est-ce que c'est une charge de communication? Donc, cette notion est assez importante par rapport aux solutions que vous allez vouloir choisir. La notion d'investissement donc implique forcément un achat et un retour sur investissement. La notion de communication, ça va être si vous avez, par exemple, envie plutôt de louer une solution sur laquelle vous voulez vendre votre site, pour vous, c'est plutôt un axe de communication qu'un investissement. Donc ça, c'est à définir. Si pour vous, le site e-commerce est un investissement et un vrai outil de rentabilité, il faut définir une fourchette. Et si c'est plutôt un canal de communication que vous voulez utiliser, à ce moment-là, il faudra définir quel est le budget annuel comme que vous pouvez y mettre ou alors le budget mensuel comme que vous pouvez y mettre. Voilà, donc ça, c'est pour les grandes étapes du cahier des charges qui vont permettre du coup aux prestataires de pouvoir vous faire un budget, un calendrier et de pouvoir vous proposer une solution qui répond à ce que vous souhaitez. Victoria, on peut juste peut-être… Moi, je me permets une intervention juste sur ça, parce qu'il y a la partie budget, et on va revenir sur les aides, mais justement, quand on vous parle d'aide en ce moment,
les aides de l'État, les aides de la région. Il faut vraiment penser ça comme des subventions. Donc, dans votre budget, il faut définir un budget parce que les entreprises auxquelles vous allez faire appel, en fait, je vais le dire tout simplement, ils ont besoin de vivre aussi. Hein, donc, il y a un vrai budget à définir. Mais ce sont bien des subventions. Donc, ça veut dire que dans votre trésorerie, il faut avoir ce budget-là. Les subventions ne viendront qu'à posteriori de la contractualisation avec le prestataire. Donc, il faut considérer ça plutôt comme un bonus. Voilà. Donc, l'étape de je définis mon budget, et c'est pas parce que c'est de l'immatériel que ça doit pas avoir de coût. C'est, à mon avis, une étape qui est très importante. Oui, complètement. Alors, ensuite, les impacts sur l'organisation interne. Comme je le disais en introduction, ça, on n'y pense pas assez souvent, mais ça a un réel impact sur le fonctionnement que vous allez avoir en interne. Donc, la première chose sur le fonctionnement en interne qu'il va falloir définir, ça va être la base de données produits. Donc, la base de données produits, c'est le cœur de votre site e-commerce. Quels sont les produits que je vais mettre, à quel prix, avec quelles caractéristiques, etc. Définir les catégories, les descriptions, les photos. Il faut que vous ayez un fichier. Donc, là, il y a plusieurs solutions. Soit aujourd'hui, vous n'avez pas de fichier produit et vous avez peu de produits à mettre en e-commerce. À ce moment-là, en fait, il faudrait peut-être que vous allez ajouter les produits dans le site e-commerce manuellement. Si vous avez une vingtaine ou une trentaine de produits, vous pouvez les ajouter manuellement sur le site. Si vous commencez à avoir 400, 500, 1000 ou 2000 produits, là, il va falloir penser à créer une base de données. Donc, la plupart des solutions e-commerce offrent des modèles de base de données qui permettent d'être intégrés. Alors, ça demande à être configuré, on va dire, modélisé d'une certaine manière. Mais en tout cas, là, il va falloir créer une base de données produits et ça prend du temps. Si vous ne l'avez pas, en fait, ça prend du temps. Et ensuite, vous pouvez avoir également des outils qui vous permettent déjà de gérer peut-être vos produits, de gérer vos stocks. Et à ce moment-là, il va falloir se poser la question d'une potentielle synchronisation s'il y a la gestion de stock. On va le voir juste après, mais c'est quand même un certain coût. Et voir si à ce moment-là, on ne peut pas faire un extrait de la base de données pour l'intégrer ensuite dans le site e-commerce. Mais en tout cas, ça c'est quand même voilà, donc la base de votre site e-commerce. Je vous dis ça parce qu'on a des projets ou des gens qui arrivent pour faire un site e-commerce et qui n'ont pas du tout en fait de base de données produits, qui aujourd'hui le gèrent d'une autre manière. C'est pas centralisé. Donc pour un site e-commerce, ça c'est important et c'est important d'avoir une base de données qui soit à jour avec tous les éléments d'information. Ensuite, donc la gestion des stocks, ça un tout petit peu avant. La gestion des stocks, pareil, ça peut être quelque chose qui est assez critique et qu'il faut pas négliger dans un projet e-commerce. Alors, le plus simple, c'est de se dire qu'on va gérer nos stocks potentiellement via le site e-commerce et se dire peut-être, il y a également des commerçants, des magasins qui gèrent leur stock et e-commerce et physique via la plateforme de e-commerce. Donc ça, c'est possible. Si vous avez aujourd'hui un logiciel de gestion de stock et que vous avez besoin finalement qu'il soit connecté au site e-commerce pour pouvoir en permanence gérer vos stocks, là, à ce moment-là, il faut prévoir la plupart du temps des développements spécifiques. Alors, ça va dépendre de votre outil de gestion de stock et ça va dépendre de l'outil e-commerce que vous avez. Mais en tout cas, c'est une réelle réflexion à avoir et en l'occurrence, ce type de développement pour connecter fait partie des prestations qui vont faire partie des budgets, normalement, il me semble, et des subventions de transformation digitale parce que ça a un réel impact sur l'entreprise et sur la gestion interne de l'entreprise. Ensuite, il va falloir vous poser la question donc, de la gestion des commandes et de la logistique. Donc, il y a une commande sur le site. Qu'est-ce qui se passe ? Qui s'en occupe, qui fait le packaging, quel est le transporteur, comment ça se passe avec les bons de livraison, comment ça se passe avec les retours potentiels. Donc tout ça, c'est à définir aussi en interne et à réfléchir avant, quand vous lancez un projet e-commerce. Voilà, donc on a fait à peu près le tour. Donc là, l'idée, c'était d'avoir une petite vue d'ensemble sur le cahier des charges, donc qui va cadrer le projet et toutes les questions à se poser sur la partie organisation interne, parce qu'un projet e-commerce a un réel impact sur la partie organisation interne. Hop. Alors,
Existe-t-il un agrégateur de stock e-commerce marketplace ERP? Hop. Donc, troisième partie, donc ça va être comment choisir la meilleure solution. Donc, je pense que c'est là, certainement, vous allez trouver pas mal de réponses avec vos questions. C'est un gros comparateur qui compare donc les différentes solutions. Alors, il est divisé en 4 parties. Pour vous expliquer, donc la partie agence, donc qui est une agence web classique. La partie freelance, donc là parfois il y a des sites e-commerce qui sont faits par des freelance, donc c'est dans cette catégorie-là. Ce qu'on a appelé les agences en ligne du type Solocal, Oxatis et le site français, donc là qui sont des agences full online tout simplement et qui ne sont pas des agences physiques. Non, mais en tout cas ils ont une vraie relation dématérialisée. Et enfin, donc, les solutions do it yourself, où là, c'est vous qui créez votre site Internet. Alors, la première question à se poser sur ce type de projet, ça va être surtout le type de techno qu'on va utiliser. Alors, sans rentrer trop dans la technique, il faut que vous puissiez prendre la décision pour savoir si vous voulez une techno open source ou si vous voulez une techno qu'on appelle donc propriétaire ou interne. Donc, la grosse différence entre les deux, c'est que les technologies open source, elles ont le code qui est ouvert, elles ont des communautés de développeurs. Ce sont des technologies qui sont connues par la plupart des agences. Et dès qu'il y a besoin d'une fonctionnalité ou d'une fonctionnalité particulière, par exemple pour un projet, l'avantage, c'est qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui travaillent sur le développement de ces applications et que ça demandera certainement une centaine d'euros pour installer une application. Alors que du côté des modèles qu'on appelle du propriétaire, donc ça veut dire que c'est des technologies qui appartiennent aux agences qui vous vendent le e-commerce. Donc, les solutions propriétaires, alors le gros avantage, c'est qu'elles sont très sécurisées, étant donné qu'elles sont fermées. Par contre, elles ne peuvent être utilisées, ou en tout cas la plupart du temps, elles ne sont utilisées que par l'agence propriétaire de la techno, ce qui fait que demain, si vous voulez potentiellement changer d'agence, vous ne pouvez pas, étant donné que c'est une technologie interne, donc il va falloir refaire un site Internet. Et ensuite, s'il y a besoin d'une fonctionnalité particulière qui n'a pas été développée par l'agence, donc il y a une technologie propriétaire, là, potentiellement, ça peut être un développement à plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc voilà à peu près. Je peux apporter une petite précision, si tu permets, Victoria. En gros, donc, pour illustrer un petit peu, c'est-à-dire que, bon, a priori, un site e-commerce fait avec... réalisé par Influa, Orbiteo ou 16h33 ou par le site français, justement, en fait, si à un moment donné, vous êtes à Bordeaux puis vous partez en Charente, a priori, 16h33 aura aucun problème à reprendre un site PrestaShop réalisé avec brio par Influa ou Orbiteo pour travailler dessus en Charente. A contrario, un site réalisé donc avec une technologie propriétaire, vous serez obligé de continuer à travailler avec le même prestataire tout le temps. Voilà. Si je peux compléter Adrien et le tableau de Victoria qui est très bien conçu, le gros avantage de travailler avec une agence, si on compare à une solution propriétaire, c'est l'évolutivité de votre site Internet. Là où Victoria mettait la durée de vie de 5 ans, le gros avantage, c'est que lorsque vous voulez venir relier une gestion des stocks, comme elle l'exprimait tout à l'heure, via un ERP, un CRM ou votre outil, l'agence qui a conçu vos sites ou une agence qui travaille sur cette technologie open source pourra développer la passerelle. Les agences pourront également obtenir des résultats sur de l'évolution en termes de marketing web ou quand vous travaillez avec des agences comme Influa sur de l'acquisition de trafic et pourront se parler techniquement. Si vous travaillez avec une solution propriétaire, si on peut prendre Oxatis comme solution exemple, si Oxatis, vous leur dites de travailler avec Influa, par exemple, ils diront « oui, non, vous mettez une solution universelle, vous vous débrouillez ». Et ce sera le prestataire qui devra faire de l'acquisition qui devra s'adapter. L'interaction, l'interactivité entre les deux sera d'autant plus compliquée. Exactement. Alors, du coup, donc, pour continuer un petit peu donc la comparaison, sur la partie personnalisation du design. Bon, avec une agence, vous allez pouvoir faire
tout ce que vous voulez, ça pourra être du design sur mesure sans problème. Avec un freelance ou une agence en ligne, ça sera des designs qui ne seront pas sur mesure, ils seront personnalisés la plupart du temps, mais il n'y aura pas vraiment de design et de développement sur mesure sur la partie design. Mais en général, en fait, si des solutions comme ça existent et que la plupart du temps, il n'y en a pas besoin, il y a déjà plein de thèmes, plein de sites internet en fait qu'on peut adapter facilement à un secteur d'activité sans forcément qu'il ait un design vraiment personnalisé. Donc ça dépend un petit peu de la marque et de ce que vous voulez mettre en avant. Moi, je dirais personnalisé, mais pas sur mesure, en fait. Parce que justement, enfin, alors, sur le sur mesure, l'intérêt, c'est que donc il y a possibilité, et c'est donc notamment le cas avec les solutions open source, de laisser totalement libre cours à sa créativité. Par contre, ça coûte un certain budget. C'est-à-dire qu'il faut d'un côté un talent qui va imaginer le design, et de l'autre côté, il faut un développeur pour adapter donc la base qui a été choisie au design final qui est souhaité. Et donc ça, en fait, ça demande un double budget. Et c'est vrai que bon, enfin, nous, notamment chez le site français, on a fait le choix de proposer du personnalisé plutôt que du sur-mesure, dans la mesure où on voulait aller au plus pragmatique. Mais enfin, voilà, la personnalisation, elle a quand même un coût sur le projet, ce qui justifie aussi que la majorité des projets d'agence demandent un budget supérieur. C'est parce qu'en fait, il y a plus de temps qui est consacré au développement de projets sur mesure et du design. Alors ensuite, sur la partie référencement naturel, ça pareil, on y reviendra après sur la partie communication, mais le référencement naturel se pense dès la construction du site. Et pour le coup, donc les agences en général sont plutôt bien, les sites sont plutôt bien construits en termes de référencement naturel. Sur les freelances, alors les freelances c'est particulier parce que ça va en l'occurrence dépendre du freelance, c'est-à-dire que il est compliqué d'être expert partout. Et sur un site e-commerce, il y a des compétences e-commerce, il y a des compétences de référencement naturel, potentiellement il y a des compétences de design, de marketing. Et un freelance, en règle générale, va être expert dans une compétence et va avoir des notions dans les autres, mais ne sera pas expert partout. Et souvent, des freelances sur la partie e-commerce, c'est plutôt des développeurs, donc qui seront plutôt beaux côté technique et design, que des experts du marketing. Sur les solutions propriétaires, en termes de référencement naturel, en règle générale, alors ça reste des moyennes, c'est-à-dire qu'il y a des solutions partout qui n'ont pas exactement ces notes-là, ça reste des moyennes. Donc, sur les solutions propriétaires, en termes de référencement naturel, en règle générale, on n'est pas très bon. D'ailleurs, sur la partie responsive, donc la partie qui s'adapte au mobile, c'est pareil, c'est des solutions en général qui sont moins bonnes sur ces deux aspects-là. Sur l'open source, donc sur les agences, les freelance et les agences en ligne open source, elles sont toutes en général très bien. Les sites e-commerce sont en général très bien adaptés au mobile, il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, donc, élément important, le mode de paiement qui rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure lorsque je vous demandais si pour vous le site internet c'est une charge ou si c'est un investissement. Sur les agences et donc pour les agences, les freelance et donc là, en l'occurrence sur le site français, il y a une partie achat. D'accord, donc c'est-à-dire que ça reste un investissement. En général, les solutions propriétaires, c'est un abonnement, voire même parfois c'est le prix du site plus un abonnement ensuite pour pouvoir en fait vous abonner à leur solution en ligne, qui est en fait donc leur solution de gestion e-commerce. Également, donc sur le site français, il propose donc le leasing. Donc la différence entre le leasing et la location, c'est que le leasing à la fin, vous pouvez devenir propriétaire de votre site internet. Voilà. Donc c'est les trois modes de paiement qui existent en général sur le site: l'achat, l'abonnement et la location avec option d'achat. Alors, la durée de vie, c'est la durée de vie moyenne en règle générale d'un site internet qui a été fait par une agence, un freelance, etc. En règle générale, on a des sites de 5 ans sur les agences et les agences en ligne, des sites de 2 ans sur les freelances parce que souvent, on va avoir des problèmes techniques que peut-être ils ne vont pas pouvoir gérer ou peut-être qu'en l'occurrence, le freelance, il ne serait plus freelance à ce moment-là. Donc, plusieurs raisons qui peuvent faire ça. Et sur les solutions, donc, self, en général, c'est 1 an. Ça reste des solutions qui peuvent être
qui sont bien pour les associations qui ne sont pas vraiment utilisées dans un cadre, on va dire, professionnel en règle générale. Si vous, demain, vous voulez un site e-commerce et que vous voulez que ça vous rapporte, et que ce soit un vrai axe de développement et que ça vous rapporte du chiffre d'affaires, ne prenez pas une solution do it yourself. En fiabilité, donc en fiabilité, en sécurité, donc sur les solutions propriétaires en sécurité, ce qu'on avait vu tout à l'heure, donc ça c'est très bien sécurisé étant donné que c'est fermé. Bon, ça n'empêche pas aux agences, qu'elles soient en ligne ou pas, d'être aussi très bien sécurisées. Ensuite, question qu'il faut que vous posiez aussi, est-ce que vous voulez être propriétaire de votre site internet? Donc, que ce soit les agences, les freelance ou sur les agences en ligne open source, vous êtes propriétaire de votre site internet. Concernant en l'occurrence, les solutions propriétaires, donc que ce soit sur le do-it-yourself ou les agences en ligne, vous n'êtes pas propriétaire de votre site internet. Ça veut dire que demain, si vous arrêtez de payer, vous n'avez plus de site internet et vous n'avez pas la possibilité de l'acheter. Et en l'occurrence, étant donné que c'est des solutions propriétaires, comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas non plus la possibilité qu'il y ait une autre agence qui travaille dessus. Donc ça, c'est un petit frein. Et ensuite, donc sur la question des délais et des budgets, donc ça c'est pareil, ça reste une moyenne, mais en règle générale, un projet agence est plus long parce que les projets sont plus complexes et les solutions, donc agence en ligne, en général, ça pour le coup, c'est des livraisons qui sont rapides, étant donné qu'on est donc sur des designs qui ne sont pas sur mesure, sur des sites qui sont packagés pour être adaptés déjà au secteur d'activité, c'est des développements qui vont très vite. Et en l'occurrence, sur les solutions do-it-yourself, en termes de délai, là, ça dépend un petit peu de vous, du temps que vous avez consacré et de vos compétences. Donc, ça peut prendre 2, 6 mois ou même 10 mois si vraiment c'est compliqué. Si je peux me permettre. Merci Victoria, c'est top. Ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est peut-être de répondre à un certain nombre de questions que l'on a traitées à l'écrit rapidement, mais qui nécessitent peut-être des réponses plus détaillées, plus techniques. Si je reprends l'ensemble des questions, il y a une vraie question de fond en fait qui est posée par Catherine Dufresne sur le cercle vicieux de la marketplace. Rapidement, je me permets d'y répondre là-dessus. Le cercle vicieux de la marketplace, c'est quoi? C'est que vous avez un site e-commerce typiquement fait en PrestaShop par 16h33. Vous commencez à faire des ventes, le référencement commence à fonctionner, vous avez un volume de vente assez intéressant. Vous vous dites, tiens, je voudrais augmenter mes ventes. Comment? Je vais mettre en place des ventes complémentaires, c'est-à-dire je vais proposer mon flux sur des marketplaces, sans les citer, Amazon, Cdiscount et autres, ou des marketplaces plus spécialisés. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez publier vos produits avec leur description à l'identique de celle que vous avez déjà sur votre site. Le défaut, c'est que, bien sûr, pendant quelques jours, semaines, il va y avoir des ventes supplémentaires sur ces marketplaces. C'est du chiffre d'affaires supplémentaire, moins la marge prise par ces marketplaces. Mais dans un moyen terme, c'est-à-dire quelques semaines, quelques mois, le moteur de recherche, en l'occurrence principalement Google, va se retrouver à avoir 2 produits identiques, donc une duplication entre la marketplace et votre site à vous. Votre site à vous étant moins populaire que celui de la marketplace, il va se retrouver soit déclassé, déréférencé sur le produit, peut-être sur la catégorie, dans certains rares cas sur le site en entier, qui conduit en fait à n'avoir plus qu'une seule source de trafic et donc de chiffre d'affaires, c'est celle de la marketplace et plus votre site. Moralité, vous perdez non seulement du chiffre d'affaires important, vous perdez surtout beaucoup de chiffre d'affaires avec de la marge et vous devenez complètement bloqué, ficelé par des marketplaces avec une marche arrière un petit peu plus compliquée qui est souvent très lente. Donc attention, effectivement, mise en place d'une marketplace, c'est souvent très intéressant pour faire du complément de vente quand on a déjà un site marchand qui fonctionne, mais avec un danger réel et donc pas le faire n'importe comment. Si vous n'avez pas de site marchand, vous pouvez à ce moment-là uniquement vendre sur marketplace. C'est aussi une bonne technique à condition de bien calculer sa rentabilité. Dit autrement, un produit où vous n'avez pas un facteur de marge, on va dire d'un minimum de x2, ça devient assez compliqué de partir sur des marketplaces. Pourquoi? Parce que vous avez pas seulement la commission de la marketplace, mais l'ensemble de tous les frais en fait qui sont inhérents derrière qu'il faut aussi calculer. Voilà pour la petite réponse. Peut-être que Mickaël a envie de répondre aussi là-dessus.
Eric, tu as très bien exposé la réponse du cercle vicieux. Moi, je l'expliquais parce qu'on a eu le cas d'un client il y a quelques mois qui vendait sur ses discounts Amazon et sur son site et qui voulait, qui était à peu près à un tiers sur son site et les 2 autres tiers sur ses discounts et Amazon réunis et qui voulait du coup reprendre des parts de marché. C'est-à-dire que se reprendre lui-même des parts de marché. Donc déjà, on est un peu dans le mauvais côté, sur se reprendre lui-même des parts de marché sur Amazon et ses discounts. Et lorsque l'on génère pas beaucoup de ventes sur ces marketplaces, comme l'expliquait Eric, on a de la marge en moins. À noter que la moyenne 2019 de ces discounts en marge est de 16%. Et que Amazon va de, si je dis pas de bêtises, suivant la typologie de produit, de 13 à 30%. Plus, comme l'expliquait Eric, les frais cachés, frais de renvoi. Amazon, si vous faites du Prime, vous respectez pas les conditions de Prime, eh ben vous prenez une petite tape sur les doigts pour commencer, et après vous vous faites bannir sans aucune raison. Donc, comme l'exprimait Eric, si vous allez sur les marketplaces, c'est que vous avez une marge solide, et 2, vous êtes conscient des risques, et c'est seulement un petit plus par rapport à votre chiffre d'affaires en ligne. Il faut que vous ayez déjà une réelle notoriété et un réel chiffre d'affaires online pour pouvoir y aller. Ok, merci Mickaël. On va essayer de répondre peut-être à 2-3 autres petites questions et on va passer la main à Samuel parce qu'il y a quand même une chose qui est très importante là-dedans, c'est que dans tous ces projets-là, c'est combien ça coûte. Ça, on y a répondu, mais comment je fais pour le financer? Et là, on n'a pas encore répondu à ça. Rapidement, pour répondre, la durée de vie d'un site, en fait, la réponse, elle n'est pas si évidente que ça. Vous pouvez très bien monter un site et ne plus y toucher pendant des années, pas de problème, ça peut durer 2 ans, 3 ans, 5 ans. Le souci, en fait, se réside sur 2 problèmes. Premier problème, c'est est-ce que le site, techniquement, va tenir dans la durée? Dit autrement, est-ce qu'il sera toujours adapté à l'ensemble des supports, c'est-à-dire ordinateur et téléphone avec lesquels vous allez naviguer dessus? Deuxième problème, sécuritaire. Si vous ne mettez pas à jour votre support, que ce soit un CMS ou que ce soit du fait maison, vous risquez tôt ou tard d'être piraté. Et le piratage, malheureusement, coûte très cher. Alors, soit parce qu'il y a un vol de données, soit tout simplement parce qu'il y a une destruction en partie ou totalité de votre site, voire un détournement de votre site pour utiliser la notoriété qu'il a et vendre, par exemple, du Viagra, ce qui est un grand classique aujourd'hui, avec un peu plus de 200 000 sites par jour qui sont piratés. Donc oui, la durée de vie, elle est en partie là-dedans, mais aussi en partie sur le fait que les us et coutumes évoluent très vite, les tailles de device évoluent très vite, les technologies évoluent très vite, et votre site ne sera peut-être plus adapté. Donc, 2 ans est une moyenne pour un site qui est fait rapidement sans réfléchir à demain. 5 ans est une moyenne, j'aurais même tendance à vous dire que c'est une durée maximum où il faut plutôt envisager tous les 3-4 ans maximum de refaire votre site. Samuel, je te propose d'intervenir sur comment on finance. Sur le nerf de la guerre. Sur le nerf de la guerre. Sur la partie financement. Bon, alors moi, aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire la promotion des banques à côté, mais bon, le premier financeur, c'est forcément votre banquier. C'est avec celui que vous négociez la plupart du temps. Mais il faut savoir qu'on va jouer alors, sur la partie, c'est ce que je disais en intro tout à l'heure, sur la partie régionale. Et je vous en parle juste en suivant, mais juste pour expliquer, en ce moment, il y a un chèque qu'on appelle le chèque numérisation, qui est un chèque qui, normalement, sort de l'État. C'est la direction générale de l'entreprise qui met ça en place. Pour la petite info, c'est un chèque qui va être délivré par l'ASP, qui est l'agent payeur en fait, de l'État. Et normalement, ça, ce sera à partir de janvier. Ce chèque-là, c'est vous venez avec une facturation. Je ne sais pas, je passe par un des 2 prestataires ou 3 prestataires qu'on a ici en présence. J'ai fait une prestation de SEO, développement d'une petite partie vente sur mon site internet, j'aurai ce chèque de 500 €. Alors, on est bien d'accord que 500 €, c'est du tout petit projet quand même. Hein, voilà. Donc, ça, c'est le chèque de l'État, mais qui sera cumulable de toute façon avec des aides régionales. Alors, pour ce faire, je vais essayer de partager un document. J'ai mis ça tout à l'heure, mais et vous excuserez le côté. C'est le contenu qui compte, c'est pas la forme. Voilà, exactement. C'est pas très joli, c'est pas grave. Exactement. Donc, normalement, si je choisis ça, il y a quelque chose qui apparaît ou pas? Oui ou non? C'est bon. OK. Oui. Bon, je vais mettre. Alors, c'est le positionnement des actions CCI. Bah, forcément, je suis dans une CCI, alors je vais mettre la CCI, mais ça marche aussi pour des artisans, donc côté chambre de métier.
Et on va s'occuper du plan de la partie 2 et 3, et surtout de la partie 3 qui sont les aides. Même le plan 2, on s'en fiche. On va parler des aides. En ce moment, il y a 2 grandes aides régionales qui existent. Une qui touche vraiment les projets de transformation numérique des entreprises. Et là, c'est des projets à partir de 10 000 euros. Et vous me direz si je pensais que je suis clair ou pas. C'est des projets qui sont assez costauds. Il faut avoir un projet, faire un devis auprès de Mickaël, d'Adrien ou de Victoria et avoir 10 000 euros à présenter au conseil régional. Donc, c'est à partir de ce moment-là que cette aide peut être demandée. Et donc, l'aide, c'est 50% de ce projet-là. D'accord? Donc, du coup, si j'ai un projet de 10 000 euros, la région peut financer 5 000 euros sur ce projet-là. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Le financement, c'est vient de la subvention, ça vient a posteriori du projet. Hein, c'est pas une aide qui est au démarrage du projet, c'est a posteriori du projet. Pour bénéficier de cette aide-là, il faudra passer par votre chambre consulaire. Donc, c'est ou la chambre de métier ou la chambre de commerce pour disposer en fait d'un diagnostic. Alors, on avait des questions tout à l'heure dans le chat qui disaient comment, alors attention, c'est comment je fais pour avoir le bon budget, comment je fais pour faire le bon cahier des charges, comment je fais pour trouver le bon prestataire. Alors, on va essayer de faire au mieux avec vous, mais si j'avais la solution unique pour vous dire c'est celui-là le bon prestataire, un peu en mode TripAdvisor, j'allais dire le seul truc qui permet de faire ça, c'est Google, c'est d'aller vérifier les références clients, c'est d'aller voir ce que fait Mickaël, Adrien ou Victoria et de voir si ça vous correspond. Ça, c'est le premier niveau. Mais il faudra passer par nous et on va passer une sorte de petit diagnostic qui vous permet d'avoir on va dire une vue un peu plus claire de votre projet. Ceci fait, on donne tout ça à la région et ça vous donnera un avis favorable ou défavorable sur le financement de ce projet-là. Donc, on est d'accord, c'est cette partie projet un peu de plus-value en transformation numérique, c'est des projets à partir de 10 000 euros. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, on a souvent des TPE, ce n'est pas des projets qu'on voit tous les jours. Voilà. Après, il y a un nouveau projet, une nouvelle aide régionale et qui touche plus principalement, je pense, les personnes peut-être qui sont présentes aujourd'hui. C'est une aide sur un projet e-commerce. Donc, avec un seuil plus bas, c'est-à-dire que votre projet doit commencer à partir de 2 000 euros hors taxe jusqu'à 10 000 euros. Effectivement, si vous êtes à plus de 10 000 euros de projet, on passera sur la deuxième aide. Mais dans ce projet, entre 2 000 et 10 000 euros, c'est un projet qui touche du e-commerce. Alors, je lis parce que je n'ai pas toutes les notions en tête, mais qu'est-ce qui peut être pris en dedans? C'est la prestation et le conseil, donc de la MOA, du photographe, agence web, les gens qu'on a en présence, du community management, des frais de formation, des frais de développement du site web, d'une application mobile si on veut, des frais d'abonnement. On a parlé tout à l'heure d'abonnement à des plateformes et tout ça, ça peut être pris dedans, mais ça peut être aussi des abonnements parce que vous mettez en place une caisse connectée, une gestion de stock, du paiement en ligne. On a parlé tout à l'heure, je crois qu'on a parlé de solutions avec le Crédit Agricole, je crois que c'est ça qui était présent sur la diapo. Enfin, ces choses-là peuvent, pour une partie, pris en charge. Il y a de l'investissement matériel. Alors, je prends encore ce qui a été donné par la région, mais on peut financer des tablettes. On parle de e-commerce, mais on parle aussi de Phygital. Donc, ça peut être aussi des tablettes dans le commerce pour permettre, parce que j'ai un petit espace, j'ai peu de mètres carrés disponibles pour présenter des produits. J'ai le reste qui est présenté sur une tablette et puis le client peut venir commander avec le respect des gestes barrières. Puis on imagine posteriori aussi d'une vie où on revient à la normale. On peut être plusieurs dans un magasin. Des frais d'hébergement. On a parlé de l'hébergement tout à l'heure. Ça peut être pris en charge. Ah, je vois Adrien qui fait qui applaudit comme ça. Peut-être c'est la bonne prise en charge. Des frais de publicité. Non, c'est la table d'avant moi. En fait, un jour on prend une vie normale. J'espère bien. Ouais, c'est sûr. Et puis de la partie campagne promotionnelle, alors je ne sais plus, je crois pas qu'on en ait parlé, mais effectivement, un site internet, on a parlé beaucoup du socle technique. Je mets en place, comme une grosse caisse enregistreuse, je mets en place mon site internet, mon site e-commerce, mais après, il faut que j'en parle de site internet, parce que sinon, on est que 5 à le connaître, ça ne va pas le faire. Donc, il faut que je mette en place une grosse usine à communiquer autour de ça, parce que si j'étais avant sur les places de marché, je me retrouve avec mon site, il faut quand même communiquer là-dessus. Donc là, il y a des coûts, et ça, c'est souvent une partie qui est un peu… La partie invisible de l'iceberg, c'est qu'on voit souvent au site e-commerce le socle technique, et puis il y a tout le reste. Et je rebondis sur la question qui a été posée tout à l'heure sur comment je peux faire pour demander l'engagement d'un prestataire sur le site internet? Mais l'engagement, on ne peut pas le demander, à moins que ce soit une boîte qui… en fait, il y en a certaines, ça existe comme ça, mais l'engagement, il est à vous en tant que porteur de projet. Et si vous êtes commerçant ou e-commerçant demain, tout ça sera lié à un produit technique, mais c'est avec la communication que vous ferez sur ce site-là. Donc, le meilleur engagement, c'est vous. Et Dieu sait que sur la partie invisible de l'iceberg, c'est beaucoup de temps
et d'argent à dépenser sur de l'achat de visibilité, du SEO, on en a parlé, mais beaucoup d'achats de visibilité, aménager une communauté. Donc ça a un coût. Et c'est peut-être, en fonction de vos projets, dans cette fameuse aide de projet e-commerce qu'on peut financer ça, donc des projets de 2 000 à 10 000 euros. Encore une fois, passez par nous. Alors, je vais donner des liens, je pense à Eric, pour que vous puissiez venir vous inscrire sur une plateforme qui s'appelle Démarche Simplifiée. Vous mettez le nom de votre boîte, qui vous êtes, votre numéro de SIRET, et ça va vous aiguiller vers le bon conseiller ou le bon interlocuteur, qui sera forcément un interlocuteur d'une CCI ou d'une CMA. Et on prend tout de suite contact avec vous, on essaye de monter un projet. Voilà. C'est 50% d'aide. Donc, projet à partir de 2 000 euros, c'est 1 000 euros pris en charge par le conseil régional une fois que votre dossier a été accepté. Mais si on parle d'éligibilité, faut que votre siège social soit en Nouvelle-Aquitaine. Ça va à peu près. Il faut être immatriculé au registre de commerce ou au registre de métier. À partir du, je dis pas de bêtises, à partir du 1-10-2020, enfin du 11-2020. Donc, même une boîte qui est nouvellement créée peut accéder à cette aide-là. Et puis, il faut être à jour forcément de ses déclarations sociales et fiscales. Bon, on le souhaite forcément. Mais une fois que tout ça et l'éligibilité est bonne, on vous passe dans cette petite moulinette un petit diagnostic qui est plus court à faire avec vous, à peu savoir, j'ai pas signé un devis ou j'ai pas envie de trouver un prestataire. C'est pas un faux projet, c'est un vrai projet de se lancer sur même de la visibilité web. Vous passez par nous, on vous aiguille là-dessus. Et forcément que oui, on essaiera de vous mettre en relation avec de bons prestataires. Mais cette notion, on pourrait encore tenir 4 heures là-dessus. Ça veut dire quoi, bon prestataire? Je crois que le mieux, c'est qu'on comprenne bien votre projet, le budget que vous avez, et peut-être vous orienter vers des prestataires. Alors, je sais pas, on pourrait en parler avec Adrien ou Victoria ou Mickaël, mais ils ont l'habitude de travailler avec des budgets. C'est-à-dire que, je dis comme ça, peut-être qu'un projet entre 500 et 1 500 euros, ça n'intéresse pas Mickaël. Et je le dis comme ça, c'est parce qu'il a peut-être l'habitude de travailler avec une équipe derrière, avec des projets qui sont à plus forte valeur ajoutée. Et ça, je trouve que c'est intéressant de le travailler avec vous, avec un conseiller qui peut être une CCI ou une CMA, parce que c'est là notre plus-value. C'est d'essayer d'orienter. Après, le choix du prestataire, il sera toujours dans vos mains, mais le but, c'est les connaître un petit peu. Voilà. Alors, je prends pas plus de temps parce qu'en plus, je crois que c'était 1 heure de… Mais voilà, je vais donner les liens. Et ces 2 liens-là vous mettront en relation avec vos conseillers et on discute de tout ça avec vous. Voilà. Merci Samuel, c'est très clair. J'en profite juste, puisque tu parles de dispositifs d'audit ou de pré-audit. Il existe notamment la CPME qui propose un pré-audit digital sur est-ce que vous êtes prêt ou pas et mesurer votre maturité numérique. Je vais mettre le lien en fait en ligne aussi, pareil. C'est évidemment prise en charge, donc n'hésitez pas. Voilà. La question du budget. C'est une vraie question, en fait. Mais à mon avis, il ne faut pas la prendre dans ce sens-là. Je ne veux pas que ce soit la conclusion, donc je laisse la question après ouverte aux autres. Mais à mon avis, la question du budget, il faut la prendre dans l'autre sens. C'est quels sont mes besoins? Qu'est-ce que je veux obtenir comme résultat? Qu'est-ce que je veux faire réellement d'un point de vue digital? Est-ce que je veux vendre? Oui. Dans quelle mesure? Localement, nationalement? Quel est mon projet? Une fois que j'ai mon projet, je fais un cahier des charges. À partir du cahier des charges, j'utiliserai ce cahier des charges-là pour définir les outils que je dois utiliser. Et une fois que j'ai mes outils, j'ai mon budget. Mais pas l'inverse. Si on part depuis le budget, malheureusement, on part sur comment je fais rentrer un carré dans un rond et souvent, ça ne marche pas. Alors, j'entends, hein, mais c'est vrai qu'au final, c'est vrai que nous, on donne souvent des grandes… Et la plupart des questions qui ont été posées, c'était c'est quoi le budget à peu près d'un site e-commerce? Donc, il faut donner quand même une vue. Et surtout, et ce qu'on essaye de faire nous de notre côté, c'est de valoriser le travail immatériel des agences, parce qu'on aurait tendance, et je vous le dis par expérience des contacts qu'on a pu avoir, il y a eu le web des 20 dernières années où un peu la mode Google, quoi, tout est gratuit et pas voir le service en fait qui est traité derrière. Et je pense que c'est intéressant d'imaginer un budget global avec l'entreprise, même à ce qu'on le travaille pour le faire monter, pour qu'on ait en fait plus de prestations et plus de services. Je te rejoins entièrement, Eric, là-dessus. On garde toujours à l'esprit, c'est quel service je veux mettre en place. Mais il y a un coût derrière. Voilà. Il y a un coût derrière. Si je pouvais intervenir juste de quelques instants sur la partie budget, on a aussi beaucoup, justement, alors ça peut paraître naturel, mais en fait, c'est plutôt contre-productif, beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas donner leur budget quand ils en ont un. C'est-à-dire qu'ils ne souhaitent pas donner de budget parce qu'ils ont l'impression que s'ils donnent leur budget, l'agence, elle va forcément dépenser tout le budget. Et la réponse, c'est bien sûr que oui.
C'est-à-dire que, en fait, donner votre budget, ça va vous permettre d'avoir la meilleure réponse possible dans le budget que vous avez donné. Et donc, ça évite aux agences de travailler pour rien en pouvant proposer des projets qui sont soit trop importants, soit trop faibles. Et donc là, vous allez dire, écoutez, on s'est mal compris. Alors qu'en fait, donner votre budget, ça vous permet justement de planter le décor tout de suite avec votre prestataire et de pouvoir vous attendre à une proposition qui va rentrer dans ce budget-là. Oui, la proposition sera utilisera probablement 100% du budget, mais en même temps, qu'est-ce que vous pourriez attendre d'autre justement, c'est-à-dire avoir le meilleur résultat pour le budget que vous avez donné. Voilà. On est d'accord, Adrien. Victoria? Ouais, c'était juste pour rapidement sur les prix, parce que je crois qu'il y a eu pas mal de questions là-dessus. On est passé il y a eu quelques infos sur le tableau, mais concrètement, un site e-commerce, vous pouvez avoir un site e-commerce à partir de 80 € par mois sur une solution par abonnement ou en leasing. Vous pouvez avoir un site e-commerce de 1 500 à 1 500 €. Et là, on est sur des sites e-commerce qui sont pas du tout sur mesure, potentiellement qui sont vides, c'est-à-dire qu'on crée une coque dans laquelle vous allez pouvoir vendre, sur lequel il n'y a pas forcément donc pas de design sur mesure, pas de connexion à des services tiers. Il ne faut pas s'attendre à des développements incroyables à 1 500 €. Et ensuite, quand on commence à partir sur des budgets sur 5 000 – 10 000 €, là, on commence à avoir des solutions un petit peu plus sur mesure, on va dire. Oui, encore, ça peut monter. En fonction des projets, il peut y avoir des sites e-commerce à 100 – 200 000 €. Voilà, il n'y a pas de règle. C'est toujours une question de tiroir. C'est toujours une question de tiroir voilà. et d'objectif final. Et comme l'expliquait Adrien, c'est de budget alloué. Je connais très bien cette problématique. C'est quand un client, un prospect, ne donne pas son budget, c'est par peur. Dire voilà, je lui dis j'ai 7 500 € de budget. Il va tout dépenser et ou alors il va se mettre à 7 499. Il faut pas concevoir ça comme cet esprit-là. C'est l'agence. Alors, je parle pas au nom de toutes les agences, mais nous, on a un devoir de conseil. Et dans notre but, c'est d'optimiser par rapport à votre budget le retour sur investissement que vous allez pouvoir obtenir. C'est comme ça que je le conçois. Je sais que c'est comme ça qu'Adrien et Victoria le conçoivent, que Eric dans son travail également, en termes avec Influa. Et Samuel, lui, il est là pour sélectionner l'agence ou le freelance, ça peut être aussi un freelance, ou l'outil, alors dans de très rares cas l'outil, mais l'agence ou le freelance principalement, qui va s'adapter au mieux à votre besoin. On est bien et votre besoin, il peut être exprimé sur un instant T, sur dire c'est un besoin pendant X années, X mois, ou dire c'est un besoin périn et que je veux que ça dure pendant toute la durée de vie de mon entreprise. C'est exactement ça, Mickaël. Concrètement, s'il y a un conseil qu'il faut qu'on vous donne, c'est que l'agence doit prendre en compte évidemment la notion de ROI, retour sur investissement. Si elle n'est pas prise en compte en amont du projet, fuyez. Pardon de le dire, mais voilà, fuyez. C'est qu'en fait, il n'a pas compris votre problématique et donc il ne fera pas une solution adaptée. Par contre, qu'on soit clair aussi, on vient de parler d'une problématique budget technique, uniquement technique. Attention, mettre en ligne un site simplement avec des produits dedans ne suffit pas à faire des ventes, en aucune manière. Ça, pour le coup, c'est une perte sèche, c'est de l'argent jeté en l'air et vous n'aurez pas derrière ni de trafic et donc pas de vente. Le business sur le web ne fonctionne que d'une manière. Trafic, parce qu'il y a du trafic, il y a de la conversion, parce qu'il y a de la conversion, il y a de la vente. Si vous n'avez pas de trafic, vous n'aurez pas de vente. Un site beau, un site magnifique, un site avec un énorme budget ne permettra pas pour autant de vendre. Ce qui compte, c'est le trafic. Regardez, et on va faire un parallèle très simple avec une boutique classique pour les commerçants, vous allez tous me comprendre. Soit pour Bordeaux, vous êtes dans une rue paumée, dans un trou, et vous ne ferez jamais de vente, même si votre boutique est fantastique. Maintenant, la boutique est moyenne, mais elle est rue Sainte-Catherine avec beaucoup de trafic. Oui, vous ferez des ventes. Pour le site web, c'est pareil. Moi, je l'ai redit tout à l'heure, j'insiste avec l'expérience qu'on peut avoir sur les conseils, c'est que, il est plus simple, j'aime bien insister pour les gens qui veulent se lancer, il est plus simple d'ouvrir une boutique physique et de choisir le bon emplacement que de se lancer sur du e-commerce. Alors, quand on dit e-commerce, on est d'accord, il y a différents types de e-commerce aussi. Il y a le e-commerce parce que j'ai envie de proposer à mes clients
et on en a beaucoup parlé en ce moment, du commerce de proximité. J'ai envie de proposer à mes clients que potentiellement à 11 heures du soir, je permette de pré-réserver mon truc en ligne. Alors, quelle que soit la façon, hein, un simple formulaire jusqu'à un beau site avec la fiche produit, tout ce qu'a expliqué Victoria tout à l'heure. Hein. Ça peut être ça, mais ça n'a pas la même volonté que de dire, tiens, demain, je veux être… Alors, l'expression, elle est un peu surannée maintenant, mais c'est fou parce que ça a moins de 10 ans, mais un peu pure player. Est-ce que je suis vraiment qu'en ligne? Et c'est différents types de positionnement. Si je veux aller attaquer du marché, c'est-à-dire faire du CA supplémentaire, enfin, on est vraiment dans l'iceberg. On met le stock technique et puis après, il y a tellement de jobs à faire en dessous. Si on est dans la proposition de service, et je pense que beaucoup sont comme ça, ben, j'ai un magasin physique et je veux étendre un peu le truc en montrant que il y a possibilité de commander quand même, parce qu'on est en 2020 et que ça fait partie un peu de la valise, en tout cas de l'offre qu'on doit avoir. C'est un site e-commerce, mais c'est un peu un positionnement différent. Voilà, c'est pas le même type de projet, et c'est là qu'il faut arriver à capter ça, qu'on bosse directement avec son prestataire ou qu'on vienne voir sa chambre consulaire. C'est vraiment cette notion-là, et du coup, cette notion-là, elle décantera aussi le budget, parce que si vous vous lancez en pure player, enfin, le budget web marketing, je sais pas, on peut même pas donner une fourchette ici, quoi, voilà. C'est vrai, je répondais aux questions là justement, c'est très compliqué. Quel budget pour le trafic? Ça dépend complètement. Est-ce qu'on parle avoir du trafic local, régional, national? Est-ce qu'on vend des canapés ou alors quelque chose qu'on est le seul à proposer? Enfin, combien pour avoir du trafic? C'est impossible de répondre avec juste un chiffre comme ça, quoi. C'est totalement impossible. Et en plus, si c'est pour vendre des produits que personne ne connaît, ce qui peut aussi exister, malheureusement, vous ne ferez pas de trafic. Pardon, mais je reviens toujours sur une chose, c'est qu'on passe par l'intermédiaire d'un moteur de recherche qui s'appelle Google, principalement à 93-14% de part de marché. Google ne fait que l'intermédiaire entre une demande et une offre. S'il n'y a pas de demande, votre offre ne sera pas vue, donc vous ne vendrez pas. Moralité, il faut malheureusement se positionner, si vous souhaitez vendre en ligne, par du référencement naturel, c'est ça dont on parle, avec des produits qui sont déjà connus ou demandés ou recherchés. Donc ça veut dire soit parce que vous répondez à un besoin, soit parce que vous répondez à une question avec un produit qui est déjà connu. Soit le besoin parce qu'il répond au besoin, soit parce que le produit est connu. Point. Pour tout le reste, ce sera de la publicité, et dans ce cas-là, c'est plus du référencement naturel. On va faire du SEA, c'est-à-dire de l'AdWords, de la publicité. On va pousser le message vers le consommateur qui ne connaît pas encore votre produit, mais dans ce cas-là, encore une fois, ça se calcule. Et tout ça, l'avantage du web, c'est le gros avantage, c'est que tout euro investi peut être mesuré en euros chiffre d'affaires généré. C'est ça. Pour ça, il vous faut une agence conseil. Et je peux peut-être me mouiller, je ne sais pas, je réponds pour tout le monde, hein, mais vous avez les coordonnées, vous avez notre nom à chacun. Je pense qu'on peut tous s'engager, du moins moi je vais m'engager, mais je pense que les autres vont faire pareil. Toute personne qui est dans le webinaire, s'il nous appelle là, c'est pas un Black Friday, hein, mais cette semaine ou la semaine prochaine, on vous offre 1 heure de conseil gratuit. On n'a aucun problème. On a un devoir de conseil, clairement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous nous appelez, n'hésitez surtout pas à poser des questions, on y répondra autant que l'on pourra. Qu'il y ait ou pas derrière une prestation, ce n'est pas la question. On se doit d'abord d'assainir ce marché-là parce que je pense que tout le monde autour de la table là en est conscient. On a un vrai gros souci, c'est que le marché du web aujourd'hui est mangé, déprécié, galvaudé par beaucoup de prestataires qui font du web, mais qui n'ont pas ni la compétence, ni le savoir-faire, et encore moins l'éthique derrière. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, on en discute, peu importe derrière ce qui se passera, ce n'est pas la question, on est là pour vous conseiller. Alors, moi en private joke, je vais dire que je vais faire l'inverse, je vais faire mon conseil payant pour une fois. Voilà. C'est la chambre de commerce. Ça. Okay. Ah oui, comme ça, c'est bien. Vous, c'est gratuit en ce moment, moi, c'est payant, voilà. Comme l'expliquait Eric aussi, en termes d'acquisition, il y a aussi après une deuxième question qu'il faut se poser, et très peu de personnes se la posent, alors que celle-là, elle a un coût moindre, c'est la rétention. La rétention de vos clients, qui sont, quand vous avez une boutique physique, parce que beaucoup de personnes ont une boutique physique, c'est comment retenir mes clients, faire de la rétention, du remarketing sur ces clients-là, pour les faire venir sur mon nouveau site internet ou mon site internet refait, et pour pouvoir acquérir plus de ventes. Alors là, on apparaît après dans une image de marque, dans un côté notoriété, dans un côté avoir de l'empathie pour une marque ou pour une entreprise avec laquelle on est consommateur. Mais c'est aussi quelque chose dont nous on est conseil, agence, et là on vous aide.
c'est-à-dire communiquer aussi auprès de vos clients actuels sans avoir que de l'acquisition. Il faut aussi penser client. Tout à fait. Tout à fait. Complètement. Et juste pour rebondir là-dessus, pour tous ceux qui ont une base de données clients, demain, si vous faites, donc si vous vous lancez sur un projet e-commerce, une des premières actions marketing que vous allez pouvoir faire, c'est envoyer justement un mailing à toute cette base de clients que vous avez pour leur dire que désormais, vous proposez également vos produits en ligne. Allez, je me fais l'avocat du diable et je vais faire mon petit rouleau là-dessus. Et le deuxième travail, ce sera avec ce fameux RGPD qui nous fait brère, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, on parle de web market, et c'est vrai qu'on a quand même un truc qui s'impose à nous, qui est un peu lourdin, quoi, mais qu'on peut tourner dans le côté, bah tiens, il y a longtemps que je n'ai pas discuté avec vous, est-ce que vous voulez qu'on continue encore un peu l'aventure ensemble? Enfin, il y a plein de choses à travailler là-dessus, sur l'aspect fiche client, bien entendu, avec du réglementaire. Bien sûr. Il faut respecter toutes les normes RGPD. Hein? Respecter toutes les normes RGPD parce que Carrefour vient de prendre 3 millions d'amendes, donc on va se calmer. Il vaut mieux qu'ils s'occupent des gros. Il vaut mieux qu'ils s'occupent des gros pendant que nous, les petits, on peut faire un peu, mais en gardant à l'esprit quand même d'être un petit peu propre au niveau du RGPD. Moi, je ne comprends pas que dans une boutique physique et quand on a un site e-commerce, on n'ait pas une tablette qui soit scotchée, posée et qu'on ne mette pas une page de newsletter et qu'on dise au client, au moment où il paye, pendant qu'on prépare sa commande ou qu'on est en train de faire l'emballage cadeau, de dire vous n'oubliez pas, inscrivez-vous à notre newsletter, vous mettez votre nom, votre prénom, votre email, votre téléphone, ça engage le client, vous n'avez rien fait pour l'obliger, et là, vous êtes dans les normes. Bien sûr, bien sûr. Et ça coûte rien, ça coûte une tablette à 150 € chez Boulanger et un socle à 20 €. Mais ça nous coûte le temps de sensibiliser les gens comme on le fait en ce moment, en fait. Voilà. C'est ça que ça coûte. Voilà. Parce que la plupart du temps, ceux qui n'ont pas encore ça, donc souvent c'est les non franchisés, encore commerce indépendant, le peu qui reste, parce que voilà, là c'est quand même compliqué quand même. Ceux qui restent, il faut leur expliquer ça parce qu'il y a quand même des choses à faire à petits moyens qui permettront de lancer un projet un peu plus vaste de e-commerce ou de vrai relationnel client. Mais il y a des petites choses comme ça, bien entendu. Faisons. Il y a un chèque e-commerce en plus qui existe. Go, go, go. Go, go, go. Bon, vous l'aurez compris, hein, on a malheureusement un temps qui est un petit peu limité. On a essayé de répondre à un maximum de questions. S'il y a encore une question ou deux, on y répond. Mais je pense que tout le monde s'est engagé là-dessus. N'hésitez pas à appeler autant que vous souhaitez chacun d'entre nous. Tout le monde se fera un grand plaisir de vous répondre. C'est le but et c'est le fonctionnement et c'est comme ça que doit fonctionner une agence. Le mot de la fin, il est pour qui? Je sais pas, non, mais on fait un tour. Moi, je le redis, hein, venez nous rencontrer. Je vous ai donné quelques liens. Il y a des possibilités de déposer. Enfin, il y a les chèques, des informations avec des liens à l'intérieur qui vous permettent de rentrer en contact avec nous. Nous, on essaiera de vous mettre sur les bons rails pour votre projet et, si possible, avec des acteurs locaux. Voilà. Donc, bon. Attends, voilà. Et on a déjà beaucoup de demandes. Et je fais la petite parenthèse juste sur la CPME. Effectivement, on a tellement de demandes que c'est compliqué de gérer le truc, mais on va y arriver. On va trouver des solutions. Je me fais pas tout ça. Ça, c'est parce qu'on fait notre boulot et que du coup, on déborde tes services. Okay. Il y a beaucoup de demandes de tous les côtés, donc voilà. Mais c'est très bien, ça veut dire qu'il y a du projet. Voilà. Alors oui, effectivement, il y a du projet. Alors, c'est peut-être le mot de la fin, c'est que on ne pourra pas passer les années qui vont arriver sans digitaliser nos entreprises, quelle que soit l'entreprise. On le voit évidemment aujourd'hui, sans faire polémique aucune, mais les mécaniques commerciales sont en train de changer, le commerce est en train de changer, le service est en train de changer, et tout ça, ça passe par du dématérialisé un maximum. Et donc, plus tôt on s'y met, mieux on prendra le virage et moins on sera, comment dirais-je, débordé ou en retard vis-à-vis des autres. Encore une fois, c'est un virage qui est difficile à prendre, qui n'est pas simple pour des personnes qui n'ont jamais utilisé le digital, pour des entreprises qui ne sont pas digitalisées. Pour autant, c'est la seule solution que l'on voit aujourd'hui pérenne. Donc pensez-y et faites-le le plus tôt possible. Merci Eric. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à en tous. espérant avoir répondu. Vous avez sur le côté droite un petit sondage. J'espère que vous nous direz si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas. Merci de mettre une petite note.
Merci. Merci à Merci tous. à vous. Dans la vraie vie, hein. À bientôt. Au revoir.